nous sommes à très peu de temps maintenant de Sukkot, avec les Arbat Aminim, les 4 espèces. La fête peut-être où il y a la plus grande simcha de toute l'année, c'est pendant Sukkot. Et les Arbat Aminim sont une partie intégrante de la simcha, que nous allons vivre justement pendant cette fête qui est absolument merveilleuse. Quelle est donc l'origine de cette mitzvah? Où est-ce donc marqué dans la Torah l'obligation donc de prendre les 4 espèces? C'est marqué Ul kartem lachem beyom harishon. Vous prendrez pour vous le premier jour Peri et Tzadar, un fruit qui sera très beau. Les Chachamim nous diront que ce fruit-là, en l'occurrence, c'est donc le hétrog. Kapot temarim, vous prendrez des branches de palmier. Ve'anaf et savot, des feuilles de hadas, ainsi que nous l'enseigne donc la tradition par le biais des Chachamim. Ve'arve nachal, ainsi donc que des feuilles de palmier. Usmartem lifne Hashem elokechem, et vous vous réjouirez donc devant l'Éternel votre Dieu, Shivat Yamim, pendant 7 jours. Eh bien, la Torah nous a offert, Dieu nous a offert un merveilleux cadeau pendant après Rosh Hashanah et Kippour que nous venons de passer. Le roi distribue ses cadeaux, et les cadeaux en l'occurrence, ce sont donc les Arbat Aminim, les Lulavim, les Trogim, sont les plus beaux cadeaux que nous pourrions espérer parce qu'ils sont tellement remplis de vitalité, tellement de simcha, tellement de beauté à l'intérieur et tellement de bénéfices spirituels que nous pouvons réaliser, que nous pouvons avoir si nous les réalisons kadat vekadin, c'est-à-dire selon la halakha, en connaissant tous les principes, en connaissant les détails les plus précis, les plus pointus pour arriver à choisir justement les 4 espèces, comme nous allons le détailler donc dans les cours qui vont suivre. Quelques mots à propos du lulav. Lorsque vous prenez le mot lulav, comment écrit-on ça en hébreu? Lamed vav, lamed bet. Séparons les deux groupes de lettres, lamed vav d'un côté et lamed bet d'un autre côté. Lamed vav, ça correspond en valeur numérique au chiffre 36. Qu'est-ce que ce chiffre 36? 36, ce sont les 36 tzadikim. Et les 36 tzadikim par rapport aux 36 volumes du Talmud. Ensuite, nous avons le mot lev, lamed bet, 32. Le lev, c'est naturellement le cœur. Et or, nous savons que le lev, le lamed bet, que la Torah commence par un bet, bereshit, et finit par la lettre lamed, donc c'est le lev. Quand on inverse, ça fait le cœur. Donc lorsque maintenant nous prenons donc les 4 espèces, eh bien on brandit ces 36 tzadikim, on brandit ce cœur, on brandit cet amour vers Akadosh Baruch Hu que nous avons envers lui, et pour essayer de le trouver dans tous les endroits, puisque nous brandissons les 4 espèces avec le lulav et le hétrog dans tous les sens, en haut, en bas, à droite, à gauche, au nord, au sud, etc. pour montrer qu'Hachem se trouve partout et que nous le recherchons surtout partout. Regardez bien aussi, donc nous avons dans le cadre donc du lulav, il y a un lulav, il y a 2 feuilles de harava, 3 feuilles de hadas et nous avons le hétrog, ce qui fait en tout 7, pas 7 sortes, mais 7 branches. Alors, les 3 hadas, à quoi correspondent-elles? Eh bien, à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le lulav correspond à Yosef, puisque le lulav, ça correspond au tzaddik, et on sait que le tzaddik, c'est le inyan du brit, c'est la pureté de l'esprit. Donc, le lulav, ce sera Yosef. Les 2 haravot, ce seront Moshe et Aaron, et le hétrog, ce sera David. Ce seront donc les 7 ushpizin, les 7 invités que nous aurons tous les jours dans la soukha. Le premier jour, nous recevons Abraham Avinu, qui est le chesed sheba chesed, qui est la bonté extrême. Et chaque jour, nous recevons un autre ushpiz, que ce soit Moshe, Aaron, David, etc. Nous les recevons tous dans la soukha. C'est vous dire si la soukha va être remplie de bonheur, remplie de simcha, remplie de grandeur, remplie de orot amakifim, des lumières qui vont nous entourer, et tout le but sera naturellement d'arriver à puiser cette lumière, la faire rentrer en nous. C'est comme on dit, quand on rentre dans la soukha, on rentre Betsila Deheme Manuta, on rentre dans l'ombre de la foi, on développe la Emouna. Chaque soukot qui passe, chaque fois que nous prenons les Arbat Aminim, on est en train de développer notre Emouna, de développer notre confiance absolue et grande envers Akadosh Baruch Hu. Une autre chose aussi, c'est que la Gemara nous dit Kol hamekayem et a mitzvat etrog, keilu kiyem et kol atorah kula. Celui qui accomplit la mitzvah du etrog, c'est comme s'il accomplissait toute la Torah entièrement. D'où sait-on une chose pareille? C'est très facile. Prenez le mot etrog. La valeur numérique du mot etrog, c'est 610. Quand vous rajoutez les 3 espèces qui sont donc le lulav, les 2 harava et les 3 hadassim, eh bien ça fait donc 610 plus 3,
613. Donc ce sont les 613 mitzvot. Lorsqu'on accomplit comme il faut, selon la halakha, avec tous les détails que nous allons étudier maintenant ensemble, eh bien cette personne-là, c'est comme si elle avait accompli toute la Torah Kula. Voilà, je vous laisse maintenant, on va passer maintenant aux autres shiurim et je vais vous détailler maintenant dans le plus possible en tout cas, la cacheroute des Arbat Aminim, comment savoir les choisir, comment reconnaître ce qui est caché de ce qui ne l'est pas, et surtout, comprenez bien une chose, il faut investir dans un etrog, investir dans un lulav, il ne faut pas acheter n'importe quoi, chaque chose a un prix, ça n'existe pas qu'on trouve un set entier de lulavim pour quelques dizaines d'euros, quand on sait que d'un autre côté, ça se vend plusieurs centaines d'euros. Il n'y a pas de miracle en la matière, naturellement, il ne faut pas non plus faire les fous, mais il faut acheter en conséquence et savoir que lorsqu'on achète un produit qui coûte 5 ou 10 euros, ça n'a rien à voir quand on achète le même produit qui en coûte 100 ou 200. Donc faites attention, soyez prudents, apprenez bien la halachot que nous allons apprendre ensemble maintenant, faites-y attention et Bezrat Hashem, que vous passiez un Sukkot merveilleux, rempli de simcha et que les Arbat Aminim vous permettent de vous rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Bien, nous allons passer maintenant en revue les 4 espèces, l'Arbat Aminim. Et nous allons commencer essentiellement d'abord par le etrog. Alors le etrog, c'est un fruit merveilleux qui ressemble, les Chachamim nous disent qu'il ressemble au tzaddik parce qu'il a une bonne odeur et il a un bon goût. Et le tzaddik, c'est celui qui donc étudie la Torah et la pratique. Alors nous allons voir qu'au niveau de la cacheroute du etrog, il y a beaucoup de lois qui sont très importantes et quelqu'un qui n'est pas exercé en la matière, qui n'a pas appris les lois concernant donc la cacheroute du etrog, peut s'y méprendre, même confondre entre un citron et un etrog. Et il faut savoir que lorsqu'une espèce n'est pas l'espèce que la Torah a demandé, eh bien, tout simplement, la mitzvah n'est pas réalisée. Et nous avons donc réalisé une bracha levatala, c'est-à-dire que nous avons béni le nom de Dieu pour rien. Et en plus, nous n'avons pas réalisé la mitzvah, sachant que malheureusement, des fois, on paye très cher ce genre de mitzvot, et la mitzvah n'est pas réalisée comme il faut. Donc on va essayer d'apprendre ensemble donc, toutes les conditions requises pour avoir un etrog kasher. La première chose, c'est qu'un etrog ne doit pas être mourkav. Qu'est-ce que ça veut dire mourkav? Il ne doit pas être greffé. C'est vrai que dans la technologie actuelle, on réalise beaucoup de greffes pour essayer d'arriver à avoir des fruits plus beaux, plus forts, plus sains. Et donc la technologie agricole actuelle utilise énormément ce type ce système. Donc il faut savoir que si par exemple un etrog a subi une greffe entre un étroguier et un citronnier par exemple, ou un étroguier et un poirier, le etrog qui va en sortir est complètement pasoul, donc il est complètement inapte à réaliser la mitzvah pendant Sukkot, la mitzvah des Arbat Aminim des 4 sortes. Alors comment fait-on pour reconnaître un etrog qui est mourkav, qui est greffé? La première chose, c'est que le mourkav, en général, il a une peau qui est extrêmement lisse. Alors que vous voyez ici dans un etrog qui est un vrai etrog, la peau il y a plusieurs, on va dire des petites bosses sur le corps du etrog. Et donc lorsqu'on voit un etrog qui est un peu bossu comme celui-ci, c'est déjà une première preuve que nous avons que ce etrog n'est pas mourkav. La deuxième preuve que nous avons, c'est que lorsque par exemple nous avons la tige inférieure qui est renfoncée légèrement à l'intérieur donc du etrog, c'est un vrai etrog. Mais lorsque la tige ressort d'une manière beaucoup plus prépondérante, là c'est aussi une deuxième preuve que ce etrog provient d'une greffe, comme vous le voyez dans la photo derrière moi. La troisième signe de reconnaissance, c'est que le etrog a beaucoup de chair et le mourkav a beaucoup de chair et beaucoup de jus, alors que l'étrog a beaucoup de peau et sec à l'intérieur. Donc pour le savoir naturellement, il faut couper le etrog en deux afin de savoir exactement à qui on a affaire. La quatrième condition, c'est que dans le mourkav, les pépins sont couchés. Lorsqu'on le coupe dans la longueur, on verra que les pépins sont couchés, alors que dans le cadre du etrog, les pépins sont debout. Donc voilà donc 4 conditions pour arriver à déterminer si un etrog et mourkav a été greffé ou pas. Maintenant, ces 4 conditions que nous avons données maintenant ont été remis en cause par le Khatam Sofer, qui était un grand décisionnaire d'il y a à peu près 150 ans. Et lui, il dit que non, on ne peut pas se tenir là-dessus parce que on doit uniquement s'appuyer sur ce qu'on appelle
le Hersher, ça veut dire la Hashgacha, la surveillance rabbinique, qu'il y a un rav qui a vraiment vérifié que ces étrogim n'ont pas été greffés. Et donc on s'appuie sur l'autorité rabbinique en question. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'appuie sur ce qu'on appelle la massorette. La massorette, c'est la tradition qui veut dire que nous savons que tel champ d'étrog sont des étroguiers qui n'ont jamais été greffés. Et donc, à partir de ce moment-là, nous pouvons nous appuyer donc sur la massorette, sur la tradition, et on est certain que ces étrogim ne sont pas greffés. Il faut savoir une chose qui est dit au nom des Piskei Teshuvot. Beaucoup de poskim ont dit la chose suivante, qu'aujourd'hui dans le domaine de la technologie agricole, du domaine des greffes, on est capable de produire des étrogim qui sont greffés et qui ont toutes les qualités d'un vrai étrog. Ça veut dire ils sont un peu bossus, ils ont le hoquet, la queue qui est bien renfoncée à l'intérieur, les pépins sont droits, etc. Il y a toutes les conditions, mais malgré tout, il a été greffé. Donc aujourd'hui, on ne peut s'appuyer, comme a dit le Khatam Sofer, uniquement sur le domaine de la massorette, de la tradition et de la hashgacha, de la surveillance rabbinique qui a été fait donc sur les étrogim en question. Maintenant, dans le étrog, il y a deux raisons pour lesquelles nous pouvons dire qu'un étrog sera pasoul, sera donc inapte à la bracha, inapte à la mitzvah, ou alors sera donc kasher. La première chose, quand par exemple nous avons un étrog de ce type-là, vous voyez le étrog qu'il y a ici, c'est un étrog qui est chasser. Chasser, ça veut dire qu'il y a un manque. Automatiquement, dès qu'il y a un manque de ce type-là à l'intérieur du étrog, sur la surface du étrog en tout cas, chasser, ça veut dire qu'il n'est plus apte, il n'est pas soul, et donc on n'aura plus le droit donc de l'utiliser. Là, le seul avantage que nous aurons, par exemple, lorsqu'on lui donne le din de chasser, le statut de manque, c'est-à-dire il n'a pas ce qu'on appelle, il n'est pas parfait, il n'est pas entier, eh bien, le problème, c'est que uniquement le premier jour, il sera inapte. C'est-à-dire que la mitzvah que nous réalisons actuellement des Arbat Aminim des 4 sortes est essentiellement minatora, ça veut dire que c'est un décret de la Torah uniquement pour le premier jour. Les autres jours, c'est une institution de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui avait décrété que dans la mesure où lorsqu'il y avait le temple, le Beth Amikdash à Jérusalem, eh bien, à l'intérieur du temple, dans le Mikdash, tous les Yehoudim, tous les Juifs faisaient l'Arbat Aminim pendant les 7 jours. Et lorsque malheureusement le temple a été détruit, Rabban Yochanan ben Zakkai a institué le fait que tous les Juifs qui seront en dehors, même en dehors de Jérusalem ou même en dehors d'Israël, devront prendre les 4 espèces et devront donc les brandir tous les matins et faire la bracha dessus. Donc ça veut dire que le premier jour est Minatora et les 6 autres jours sont Midera Banan, une institution donc par les autorités rabbiniques de l'époque. Donc quelle est la différence? Eh bien le premier jour, si nous avons un étrog qui est chasser, qui manque quelque chose, autant à ce niveau-là, autant au niveau du pitam, on en parlera dans les minutes qui vont suivre, eh bien si jamais il y a un manque ici, il n'est plus kasher pour le premier jour, parce que le premier jour est Minatora. Par contre, si nous avons un étrog comme celui-ci, pour les jours qui suivent, eh bien, il sera kasher pour la bracha, il sera kasher d'après tous les points de vue au niveau de la halacha. Pareil aussi, si nous avons fait un trou par le biais d'une épingle et qui a traversé donc toute la surface du étrog d'un bout à un autre bout en passant par l'endroit où il y a les pépins, où il y a la chair, bien dans ce cas-là aussi, ce sera aussi interdit le premier jour, mais les autres jours seront donc kasher. Pareil aussi, si par exemple, je me mettais maintenant un peu à éplucher, oui, comme je le fais ici maintenant, j'épluche un peu le étrog. Bien, pareil aussi, s'il a été épluché et que donc on voit qu'il y a un changement de couleur, un changement d'apparence, bien ici aussi on va dire que le premier jour il sera donc pasoul, inapte à la bracha et à la mitzvah. Par contre les autres jours ils seront donc kasher pour réaliser la mitzvah. Là j'ai pas d'exemple d'étrog qui est fendu, mais peut-être on le verra sur la photo, un étrog qui est fendu, donc il faut savoir que s'il est fendu dans sa totalité, eh bien pareil aussi, il sera inapte à la bracha et inapte à la mitzvah le premier jour, mais les autres jours seront donc autorisés. Maintenant, nous avons une deuxième sorte de psoul, d'inaptitude à la mitzvah et à la bracha. C'est lorsque, par exemple, il y a ce qu'on appelle un chisaron be'ada, il n'a pas la beauté requise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas la beauté requise?
voyez, ça c'est ce qu'on appelle un étrog qui est parfait à tous les sens du terme. Mais il se peut que parfois, lorsque le étrog a poussé, il y a des formes de petites chazazis, des petites verrues qui ont poussé donc sur la surface du étrog. Bien, si par exemple il y a une verrue ou il y a un changement d'apparence, c'est quoi un changement d'apparence, un chinouille maré? Par exemple, nous avons un point noir. Alors là, parfois, les gens en général ne savent pas voir ça, mais il faut regarder presque avec une loupe. Une loupe, c'est pour être certain lorsqu'on a un doute. Mais en tout cas, il faut le voir à l'œil nu et regarder est-ce qu'il n'y a pas de taches, de petits points noirs qui viendraient entacher la beauté, entre guillemets, donc du étrog, le côté hadar du étrog. Si jamais on a trouvé un point noir, eh bien, cela rend pasoul, cela rend inapte à la mitzvah et à la bracha pendant les 7 jours. Mais l'avantage que nous avons lorsque nous rentrons dans la deuxième donc, catégorie de psoul d'inaptitude à la bracha et à la mitzvah, comment il faut faire pour vérifier lorsqu'un étrog est kasher ou pas? D'abord, on doit le mettre devant soi comme ceci et on doit regarder la surface. À partir du moment là où ça commence à descendre, la surface supérieure, c'est là-dessus où tout se joue au niveau du hadar. Je vous le montre comme ceci par rapport à la caméra. Donc ça veut dire c'est exactement, c'est ce qu'on appelle le chotem, c'est cette partie-là. Voilà. Toute cette partie-là, de ici jusqu'au pitam là-haut, c'est là-dedans que nous allons déterminer si par exemple il y a une verrue, si par exemple il y a un point noir, si par exemple il est tacheté, si par exemple il est sec. On a commencé à voir des côtés de... parce que parfois il était très difficile d'avoir des bons étrogim et donc ils étaient secs. Des fois il y a des gens qui les gardaient depuis l'année précédente. Et donc s'il était sec dans la partie supérieure, dans la partie du chotem, donc ça rend pasoul pendant les 7 jours. Mais à la différence que si par exemple les points noirs maintenant sont dans la partie inférieure ou tout en bas, par exemple si on voit des points noirs non pas dans la partie supérieure ici dans le chotem, mais dans la partie à partir d'ici jusqu'à la queue, un point noir par exemple ici ne rend pas inapte à la bracha ni à la mitzvah. Donc ça veut dire que si on trouve une verrue, une forme de verrue, une chazizite, un changement d'apparence, un point noir, si on trouve qu'il est tacheté ou qu'il a un côté de quelque chose de sec qui est sur sa surface, mais uniquement dans la partie supérieure dans le chotem, là ça le rend inapte pendant les 7 jours ce coup-ci. Mais si par contre on a trouvé tous les points que je viens d'énoncer dans la partie inférieure, eh bien il deviendra kasher la bracha et kasher pour la mitzvah. Ensuite, vous voyez que le étrog est composé donc de 2 endroits. Il y a ce qu'on appelle ici le pitam, je vais y revenir tout de suite, et il y a ici la queue. Si la queue doit être tout le temps attachée à l'étrog. Sinon, on va rentrer dans le cas de ce qu'on appelle chasser, donc il va manquer quelque chose dans le étrog, et donc il ne sera plus kasher le premier jour, et comme on l'a dit tout à l'heure, il sera kasher pour les jours suivants. Si par exemple, nous avons eu un problème et que le hoketz a été enlevé, là, j'en ai pas d'autres ici. Écoutez, je vais le faire devant vous. Je vais enlever, voilà, j'enlève la queue. Voilà, donc maintenant, je l'ai rendu complètement pasoul. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 moyens de le rendre kasher à nouveau. Une petite astuce. On le repose comme ça et on se sert d'une épingle et on le passe dans la partie transversale pour le rattacher au étrog. Mais attention, c'est une solution ce qu'on appelle maritaïne, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se baser là-dessus et peuvent l'enlever, le casser, etc. Donc il faudra mieux éviter. Par contre, on pourra utiliser de la colle. Si besoin est, qu'on n'a pas d'autres étrogs naturellement, on pourra utiliser de la colle et rattacher donc le hoketz, la queue, au étrog et il redeviendra kasher comme par magie. Voilà dans le cas du hoketz. Maintenant, on a parlé tout à l'heure du pitam. Vous voyez, il y a ici cet endroit-là, il y a ce qu'on appelle le pitam. Et ce pitam, il faut savoir qu'il y a 2 sortes d'étrogim. On a une sorte d'étrogim qui pousse sans pitam, comme par exemple celui-ci. Vous voyez, celui-ci, sa forme, ça pousse. Il pousse sans pitam. S'il pousse sans pitam et qu'il n'a jamais eu donc de pitam, il sera kasher. Même Méhoudar, il sera une très belle mise de réaliser ça avec ça, parce que c'est sa forme, c'est sa sorte, c'est l'espèce qui est comme ça. Il y a une deuxième espèce, surtout en général les troguim marocains, et les troguim de ce type-là,
lorsque par exemple il y a un pitam, là il est très important que le pitam ne soit jamais tombé. Si jamais le pitam tombe le premier jour, il reprend le statut, le din de chasser, de manque, et donc il est inapte à la bracha et à la mitzvah le premier jour. Par contre, et c'est arrivé souvent que même ma femme une fois elle a voulu faire la bracha avec, elle a poussé avec son ongle, boum, elle me l'a cassé, et naturellement on était le deuxième ou troisième jour, donc c'était plus très grave, parce que le premier jour c'est lui qui est mis la Torah, c'était le plus important. Et lorsque maintenant le pitam est tombé après que j'ai réalisé la mitzvah le premier jour, même s'il est tombé, le deuxième jour on a le droit donc de réaliser la mitzvah et la bracha avec ce type d'étrog, même si la pitam est tombée. Maintenant, il y a aussi des étrogim qui poussent avec des pitams, mais pendant la pousse, le pitam est tombé. Dans ce dernier cas, ce sera cachère, mais il faudra être sûr qu'il est tombé pendant la pousse et qu'il n'est pas tombé après, parce qu'il y a eu des manipulations humaines, qu'il a été transporté, etc. Et donc il est tombé, et donc là, il ne sera plus cachère. Un autre point qu'il faut vérifier aussi dans le domaine des étrogim, si ce sont des étrogim qui proviennent de terre d'Israël, de terre sainte, il faut donc vérifier que dans le Hersher, dans la surveillance rabbinique, que les maasrot, c'est-à-dire que les prélèvements pour les Kohanim, les Lévi'im, etc., ont bien été réalisés. Si jamais vous prenez un étrog dont le maaser, dont le prélèvement n'a pas été réalisé, c'est pas soul la bracha pendant les 7 jours. Et pour la mitzvah. Au niveau donc du poids maintenant du étrog. Alors, parfois on verra des étrogim qui nous paraissent vraiment parfaits à tous les points de vue, mais ils sont minuscules. Alors là, attention, le poids minimum d'un étrog doit être de 56 grammes. Alors, il faut savoir une chose, quand on prend un étrog minimum de 56 grammes, il se passe quelque chose pendant le courant de la fête, c'est qu'il peut y avoir une diminution de la taille du étrog, parce qu'il se rabougrit un petit peu, il se reprend, etc. Donc si on a pris un 56 grammes qui est le minimum, et que pendant les jours de fête, il va un peu se rapetissir, il est fort possible que le 3e ou 4e ou même le dernier jour de la fête, il ne va ne peser que 40 grammes ou 45 grammes. Donc attention, il y a certaines personnes qui prennent des étrogim qui font au minimum 100 grammes, pour être sûr que si jamais le étrog va se rapetissir un petit peu pendant la fête, il aura toujours la mesure minimum de 56 grammes. Un autre point important aussi, là nous sommes dans l'année de la Shemitah, et donc dans l'année de la Shemitah, ça veut dire que la terre d'Israël, c'est le Shabbat de la terre d'Israël. Donc nous n'avons pas le droit de commercer les fruits qui proviennent de la terre d'Israël. On a le droit de les prendre gratuitement si on nous les offre, etc. Mais ne pas faire du commerce avec. Donc là, naturellement, ici aussi, dans ce cas-là, il faudra vérifier que le étrog ne provienne pas de la Shemitah, puisque naturellement, il y a une phase de commerce, d'achat et de vente qui va être réalisée. Et on n'a pas le droit donc de faire ça donc pendant la Shemitah. Et donc il faudra, si jamais on doit acheter les autres espèces, il faudra acheter ce qu'on appelle Be'avla'a. Ça veut dire j'achète les 4 espèces, on va dire les 3 espèces, et en même temps on nous donne le étrog gratuitement. Donc il faut faire attention au niveau des lois, chez qui vous l'achetez, et vérifiez bien toujours la surveillance rabbinique qui est posée sur ce étrog, de la même manière que vous n'achèteriez jamais de la viande à quelqu'un qui vendrait de la viande sur un étalage sans surveillance rabbinique. Faites la même chose aussi pour les étrogim, pour les loulavim. N'achetez jamais un étrog sans surveillance rabbinique, parce que c'est la preuve, la certitude qu'il n'est pas mourkav, qu'il n'a pas de problème et qu'il est kasher a priori pour la bracha et pour la mitzvah. Voilà, à bientôt. Là nous arrivons au hadas. Alors le hadas, c'est une feuille, vous voyez comme ceci. Comment détermine-t-on la cacheroute d'un hadas? Vous voyez d'abord comment est composé le hadas. C'est un petit bois. Et sur ce bois, il y a ce qu'on appelle un ken. Un ken, ça veut dire c'est un ensemble de 3 petites feuilles qui sont mis à intervalles réguliers tout le long de la feuille de la branche de hadas. Alors, il doit être triple dans la totalité, dans toute la longueur. On doit voir que les 3 feuilles doivent être triples à chaque fois. Et ces feuilles en question doivent recouvrir le bois. Il ne faut pas qu'elles soient complètement ouvertes comme ceci, mais il faut que les feuilles recouvrent le bois. Là, je les ai un peu ouvertes pour vous montrer, mais ça doit être ainsi. Voilà. Et donc, ça doit bien être fermé. Ensuite, les feuilles doivent arriver un peu plus haut
que le ken. Le ken, c'est donc cette racine sur laquelle il y a donc les 3 feuilles qui sortent. Donc vous voyez, le but c'est quoi? C'est que les feuilles recouvrent le bois et qu'ensuite elles commencent à recouvrir la partie inférieure de la feuille qui lui est supérieure par rapport au ken qui lui est inférieur. Ensuite, les 3 feuilles en question, vous voyez ici, elles doivent être exactement sur le même plan. Vous voyez, c'est là comment on arrive à déterminer le hidour, la qualité, la beauté du hadas, lorsque les 3 feuilles sont exactement sur la même ligne. Maintenant, si par exemple c'est un peu décalé comme vous le voyez dans ce cas-là, à peine un petit peu, mais qu'on reste dans le même principe, ça reste cachère, il n'y a aucun problème. Par contre, si c'est complètement décalé, là ça posera un problème. Si par exemple maintenant la majorité de la feuille de hadas n'est pas triple, dans ces conditions-là, ce sera pas soul, ce sera inapte à l'utilisation et à la bracha. Ensuite, la taille que doit avoir donc la hadas, elle doit mesurer 24 cm. Si maintenant on a des difficultés à trouver de la hadas qui fait 24 cm, on pourra utiliser un hadas qui fait au moins 20 cm. Donc il doit naturellement être recouvert de bas en haut. Mais si maintenant la majorité du hadas est recouverte de feuilles, par exemple, nous avons une hadas ici qui fait 30 cm et que nous avons donc la majorité, donc on va dire 20 cm, qui est recouverte de hadas, mais que le reste est complètement tombé ou pour une raison X ou Y, il n'y a pas de feuilles, ça restera cachère puisque nous avons la majorité. Mais si la majorité est tombée, dans ces conditions-là, le hadas ne sera plus cachère. Ensuite, pour déterminer la cacheroute du hadas, il ne faut pas que le bois, attendez, je vais vous le montrer, voilà. Il ne faut pas que le bois ici qui est situé à l'extrémité de la feuille de hadas soit coupé. Si jamais c'est sectionné ici, ça devient pasoul, ça devient inapte à la bracha et à la mitzvah. Par contre, si ce sont les feuilles, vous voyez les feuilles qui sont là, qui sont les feuilles supérieures, qui sont tombées, regardez, si je les enlève maintenant, je vais vous les enlever devant vous, voilà. Imaginons qu'il n'y ait plus de feuilles dans la hauteur, c'est pas grave, ça reste encore cachère. Ce qui est important, c'est que le bois qui soit ici à la hauteur ne soit pas sectionné. C'est ça ce qui va déterminer la cacheroute donc du hadas. Par contre, si maintenant, dans le cas où les feuilles auraient blanchi complètement, vous savez qu'il y a pas si longtemps que ça, c'était très difficile de trouver des feuilles de hadas vertes, fraîches, comme il fallait. C'était très compliqué. Aujourd'hui, Baruch Hashem, les choses se sont tellement améliorées dans le monde et en Israël en particulier, il n'y a plus de complications à trouver des vraies feuilles de hadas. Mais si, par exemple, durant de la fête et que les feuilles ont commencé à blanchir, eh bien, c'est devenu donc pasoul, c'est devenu inapte à la bracha et à la mitzvah. Mais si les feuilles sont encore vertes, mais qu'elles éclatent sous la pression, je les prends comme ça et j'entends un clic comme ceci, donc dans ces conditions-là, ce sera encore cachère. Si maintenant la fraîcheur des feuilles revient lorsque je vais les mettre dans l'eau, dans ce cas-là aussi ce sera cachère et on pourra donc utiliser. Si par exemple maintenant nous n'avons pas, et ça c'est quelque chose de général pour les 4 espèces, pour le loulav, pour le hétrog, pour la hadas et la harava, le saule pleureur, si par exemple aucune des espèces n'est cachère et qu'on n'a pas le choix, on fera la mitzvah avec, dans la mesure où ce sont des vraies espèces, mais qui ne sont plus cachères parce qu'elles sont sèches, elles ont perdu leur fraîcheur, etc. Mais on fera sans bracha. Pourquoi? Le Mishnah Berurah nous dit Torah lulav mi Israël, afin qu'on n'oublie pas la loi du lulav dans le peuple d'Israël. Voilà donc pour la feuille de hadas. Voilà, maintenant on va passer donc au lulav. Le lulav qui représente le tzaddik, comme c'est marqué, tzaddik et sodolam, le tzaddik est la base et le fondement du monde. Et c'est aussi écrit, tzaddik, katamar, ifrar, le tzaddik poussera comme un palmier. Donc ce lulav qui est essentiel dans la bracha, dans la mitzvah que nous allons réaliser à Sukkot, est impératif aussi de lui trouver les bonnes qualités, savoir comment le choisir, savoir reconnaître un lulav kasher, un lulav qui est meoudar, qui n'est pas... qui est beau, qui est apte à la mitzvah et qui fera plaisir à Hachem. Alors, il faut d'abord connaître la taille. La taille, le minimum que ça doit faire, c'est on doit mesurer à partir donc de la colonne vertébrale, la shidra. Vous voyez, cette shidra, c'est ce qu'on... Je vais vous le montrer ici. Ça commence ici à la base et ça se termine jusqu'à là.
Là, nous avons la colonne vertébrale qui se termine jusqu'à ici, jusqu'à là où les feuilles commencent à pousser. Donc, on doit avoir au minimum 32 cm, hormis les feuilles supérieures. Si on a des difficultés à trouver un loulave qui soit vraiment cachère comme il faut, on pourra même prendre un loulave qui fera 27 cm. Si par contre nous avons aussi donc la das et la rava qui vont être mis à côté et que la das et la rava sont assez longues, il faudra faire en sorte quand même de prendre un loulave qui sera toujours au minimum 10 cm supérieur pour montrer la différence de taille entre le loulave et les deux autres espèces. Alors, la colonne vertébrale, donc ce qu'on appelle la shidra, comment doit-on faire pour vérifier qu'un loulave est cachère? On doit vérifier d'abord de cette manière-là. On doit le prendre ainsi et vérifier est-ce qu'il est bien droit. Lorsque vous l'avez pris devant vous de cette manière-là, vous voyez qu'il est extrêmement droit, donc il est vraiment cachère. Un loulave ne doit jamais tendre ni vers la droite, ni vers la gauche, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Si jamais il tend complètement comme ça, et que c'est sa structure, et qu'il est de cette manière-là, ou même de l'autre côté ainsi, c'est pas soul, c'est inapte à la bracha et à la mitzvah. Comment reconnaît-on aussi un loulave qui est cachère? On doit d'abord arriver à trouver la feuille centrale. Avant de vous montrer la feuille centrale, je vais quand même vous montrer comment est fait une feuille de loulave. Vous voyez, c'est une feuille que j'ai détachée de ce loulave. Je vais le refaire devant vous pour que vous voyez bien la chose. Je prends une feuille ainsi. Ne faites pas ça sur un loulave qui soit cachère. Là, c'est uniquement pour la démonstration. Vous prenez donc une feuille et vous voyez que cette feuille, en vérité, elle est double. Attendez, je vais essayer de la trouver. Voilà. Vous voyez donc, lorsque je l'ouvre, je me retrouve avec deux feuilles. Si jamais vous trouvez un loulave qui n'aurait qu'une seule feuille et qui n'est pas fait en double, eh bien dans ce cas-là, c'est un loulave qui serait pas soul complètement. Donc le problème qui peut se passer dans ce genre de feuille, c'est qu'il peut y avoir une ouverture à l'intérieur. Et la plus grosse difficulté et complication, c'est que lorsque l'ouverture se passe ici en haut. Alors il y a une discussion entre les poskim, est-ce que c'est toutes les feuilles qui doivent être bien fermées ou c'est la feuille qui est centrale? Selon l'avis du Mechaber Rabbi Yosef Karo, il est impératif que c'est uniquement la feuille qui est centrale, voilà, je vais vous la trouver tout de suite, qui doit être donc bien fermée. Et là, si vous voyez bien, regardez ce qui se passe là-haut. Vous voyez que c'est ouvert. Normalement, la cache-route du loulave se détermine, plus la feuille centrale est fermée, plus la feuille centrale est fermée, et plus c'est cachère. Et là, en l'occurrence, on voit qu'il y a eu, comme on l'a montré ici, l'ouverture entre la feuille de la thiomètre. Et donc là, regardez bien, c'est ouvert ici. Et donc, ça veut dire que c'est plus cachère. Donc, ce que vous devez faire, vous devez toujours choisir un loulave qui soit extrêmement bien fermé, déjà au minimum dans la feuille qui est centrale, et selon les autres avis aussi, dans les autres feuilles. Naturellement, ni ouvert en haut. Si par contre, c'était ouvert ici, voilà, je vais vous le montrer tout de suite, ça reste encore cachère. Mais le problème que nous avons ici, c'est que c'est ouvert en haut, dans l'extrémité. Et c'est là-dessus où il faut être très pointu, ça s'appelle le inamek. Il faut vraiment que le loulave soit extrêmement bien fermé de cette manière-là. Maintenant, il y a d'autres types de loulaves. Il y a des loulaves qu'on appelle le loulave canari. Vous le voyez dans la photo derrière moi. Le loulave canari est une espèce qui est très répandue aussi, mais qui a été disqualifiée par beaucoup de décisionnaires dans le domaine de la halakha. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs familles dans le domaine des loulaves. Et il y a des loulavim qui proviennent d'arbres qui ne donnent pas de fruits. Or, certains poskim ont voulu dire que le loulave que nous utilisons aujourd'hui doit impérativement donner des fruits. Donc, si ce loulave canari, en l'occurrence, qui provient des îles Canaries, comme son nom l'indique, ne donne pas de fruits, donc on ne pourra pas l'utiliser.
Certains autres poskim vont voulu dire non, dans la mesure où il appartient à la famille des loulavim, donc il n'y a pas de raison, même s'il ne donne pas de fruits, ce sera quand même autorisé. Donc pour conclure cette discussion entre les décisionnaires, il faudra éviter de l'utiliser. Si vraiment on n'a pas le choix et qu'on n'a que des loulavim qui viennent des îles Canaries, alors on aura le droit de l'utiliser, mais il vaudra mieux éviter malgré tout de le faire si on a le choix autrement. Autre chose aussi qui est importante, c'est que si par exemple on voit un loulav qui a séché, qui est devenu sec et qui peut s'effriter complètement, naturellement il a perdu son côté frais, son côté vert. Si jamais c'est arrivé une chose pareille, il sera aussi pasoul. Mais là aussi c'est difficile d'en arriver à un tel stade parce qu'aujourd'hui on trouve quand même plus ou moins facilement donc des loulavim qui sont kashers. Un loulav dont la tête aurait été sectionnée, on parle ici de la tête de la feuille centrale, selon Rabbi Yosef Karo. Si ça a été sectionné comme ceci, voilà, je vais prendre des ciseaux pour vous le montrer. Si je lui coupe la tête, entre guillemets, voilà, il est complètement pasoul, c'est fini, on peut plus. Il était déjà pasoul parce qu'il était complètement ouvert, ça faisait ce qu'on appelle un inamek, une forme de Y. Donc ça c'est évident que c'était pasoul. Mais si maintenant en plus on lui a coupé la tête, ou selon d'autres avis, on coupe la tête des feuilles qui sont juste à côté, bien pareil aussi, il devient pasoul complètement, ce type de loulav. Donc il faudra être très pointu en la matière et faire attention comment vérifier donc son loulav. Donc maintenant vous le savez, vous en savez autant que moi. Il y a un troisième type de loulav que moi personnellement j'affectionne particulièrement, c'est ce genre de loulavim. Ce sont les loulavim qu'on appelle avec une kora. C'est quoi la kora? C'est une fine pellicule marron qui est posée tout à fait naturellement sur la surface du loulav. Là, il y a beaucoup de kora qui est tombé, mais normalement, il était entièrement entouré de cette fine pellicule marron. Et le gros avantage, c'est que ça permet de fermer d'une manière presque hermétique donc le loulav. Et donc, on évite le souci que nous avons d'avoir la feuille centrale qui pourrait être justement fendue dans son extrémité et la rendre pasoul. Donc dans la mesure où plus un loulav est fermé et plus il est kasher. Donc c'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, j'affectionne particulièrement ce genre de loulavim. Ça évite énormément de problèmes au niveau de la cache-route. Il y a d'autres poskim qui pensent qu'on peut en acheter, mais qu'il faut quand même vérifier à l'intérieur et donc enlever la fine membrane marron pour pouvoir vérifier. Donc, mais là, on rentre dans d'autres problèmes. Je ne vous conseille pas de rentrer là-dedans et de prendre ce genre de loulavim avec la membrane Kora et qui vous assure d'avoir une fermeture hermétique et cachère selon pratiquement tous les avis à 100%. Il n'y a aucun souci à avoir là-dessus. Voilà, je pense que nous avons terminé sur le loulav. On va passer bientôt à la harava. Voilà, donc maintenant nous arrivons donc à la quatrième espèce d'herbat aminim qui s'appelle donc la feuille de saule, la harava en hébreu. Et donc cette harava, d'abord qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente ce qu'on appelle les fauteurs d'Israël. Pourquoi les fauteurs d'Israël? Ceux qui font des fautes. Tout simplement parce qu'elle n'a pas d'odeur et n'a pas de bon goût. Et donc elle ressemble à ces gens qui sont loin, qui n'étudient pas la Torah et qui ne la pratiquent pas. Et malgré tout, la harava a un rôle essentiel parce que si elle n'était pas partie intégrante des arbat aminim, eh bien on ne pourrait pas réaliser. Imaginons que maintenant j'ai un etrog, j'ai un loulav, j'ai la feuille de hadas, mais je n'ai pas la harava. Je ne peux pas faire la mitzvah, ni la bracha, ni la mitzvah des arbat aminim pendant Sukkot. Donc c'est montrer à quel point les fauteurs d'Israël sont importants pour le peuple d'Israël et qu'on doit les prendre tous ensemble, les 4 sortes de juifs qui peuvent exister, autant les tzadikim, autant ceux qui sont moins tzadiks, autant ceux qui ne sont pas du tout tzadiks, les prendre ensemble et les brandir vers Hachem et les montrer à quel point nous demandons la Yeshua, la libération pour tout le peuple d'Israël, autant pour les gens qui sont très élevés ou ceux qui sont beaucoup moins. Donc la harava en question, pour déterminer la cache-route de la harava cette fois-ci, elle doit mesurer au minimum 24 cm. Si on a des difficultés à en trouver, on pourra même utiliser des haravot qui font 20 cm. On la mesure à partir donc du début du bois qui est ici jusqu'à l'extrémité qui est là tout en haut. Donc là, naturellement, nous avons largement les 24 cm requis.
Si maintenant la mesure requise est manquante, il faut savoir que, par exemple, on a un araba qui fait 15 cm par exemple, eh bien c'est pas soul, même pendant les jours de Chol HaMoed, même donc pendant la continuation de la fête. La forme que doit avoir le harava, vous voyez, ce sont des feuilles qui sont longues, de cette manière-là, et qui ne sont pas vraiment édentées. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il existe une forme différente de saule qui s'appelle le tzaf-tsefa. Et ces feuilles-là, en général, elles sont plus ou moins rondes et elles sont réalisées en dents de scie. Donc, ce qui les disqualifie complètement pour la bracha et pour la mitzvah. Donc, il faudra faire attention donc, de prendre uniquement ce genre de feuilles pour la harava. Et en général aussi, le bois tend vers le rouge, n'est pas vraiment vert. Mais s'il est vert, ça reste quand même cachère aussi, il n'y a pas de souci. On peut trouver la harava en France d'ailleurs, près des bords de Seine, près des lacs, il y a en général beaucoup de saules pleureurs. Mais il y a d'autres types de saules qui ne poussent pas essentiellement près des étangs, mais même dans des jardins. Dans ce cas-là, ce sera cachère, à la condition naturellement qu'il y ait les conditions requises, comme je l'ai dit à l'instant, que ce soit des feuilles qui sont longues, qui ne soient pas vraiment en dents de scie, et dont la tige tend vers le rouge. Mais si elle tend vers le vert aussi, ça reste malgré tout cachère. Je vais vous montrer ici une feuille de harava qui a tourné, on va dire, au vinaigre, elle est devenue très sèche. Et donc si par exemple une harava comme celle-ci, qui a pratiquement complètement séché, il y a très peu, vous voyez encore un petit peu, il y a encore un peu de verdure dans celle-là, mais imaginons qu'elle aurait complètement séché, ou que les feuilles soient tombées par exemple, ou que le bois supérieur ici ait été sectionné. Dans ces conditions, la feuille de harava devient donc pasoul. Certains avis pensent que si jamais c'est arrivé à un tel point que la feuille de harava penche vers le bas, elle a tellement séché, eh bien dans ce cas-là, ils voudront dire que ce sera assour et qu'il faudra être mahmir, il faudra être pointilleux de reprendre une autre harava. Pourquoi prendre une autre? Parce qu'aujourd'hui, il est très facile d'en trouver, autant en France qu'en Israël ou dans tous les pays. Il suffit qu'il y ait un étang près de la Seine ou n'importe où pour trouver facilement des saules pleureurs. Donc il ne faudra pas être trop paresseux en la matière et aller essayer d'en cueillir des nouveaux. Et nous avons aussi la mitzvah d'embellir la mitzvah. De quelle manière? De changer la harava tous les jours. Dans la mesure où c'est une branche qui se fane très rapidement. Et nous avons ce qu'on appelle un hidur mitzvah, on va dire une forme d'obligation d'embellir les mitzvot que nous réalisons pour Akadosh Baruch Hu. Donc si nous avons le moyen de changer la harava, inématov, sinon on pourra toujours se suffire de ce que nous avons. Ça ne posera pas de problème ilchati, de problème au niveau de la halacha, et on pourra quand même continuer à se servir de la harava tout le temps où il y a un peu de fraîcheur et de vert. Voilà, ce qui compte essentiellement, c'est que donc la harava ne soit pas sèche et qu'elle ait cette forme-là pour déterminer la cacheroute de la harava. Voilà. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment nous allons faire donc pour assembler le lulav et comment justement après le brandir vers Akadosh Baruch Hu, puisque tout le but naturellement c'est de brandir les 4 espèces. Je vous rappelle que la harava représente les fauteurs d'Israël, ceux qui n'étudient pas, ceux qui ne pratiquent pas la Torah. Ensuite, la hadas, c'est celui qui a une bonne odeur mais qui n'a pas un bon goût. Bien, c'est celui qui fait les mitzvot, qui les pratique mais qui n'étudie pas la Torah. Ensuite, nous avons le lulav, donc qui a un bon goût mais qui n'a pas vraiment une odeur très particulière. C'est celui qui donc étudie la Torah mais ne la pratique pas. Et nous avons naturellement ensuite le etrog qui lui représente le tzaddik. C'est celui qui étudie la Torah, celui qui la pratique, donc celui qui est très proche d'Hachem. Mais malgré tout, le but, c'est d'arriver à unir ces 4 composantes du peuple d'Israël, de les brandir ensemble vers Akadosh Baruch Hu et montrer que malgré tout, il n'y a aucune différence, quel que soit le degré de pratique, de compréhension, de tzidkout, de piété qu'un homme peut avoir. Devant Akadosh Baruch Hu, nous devons être tous unis. Et puis, il peut se trouver aussi que ces 4 espèces représentent la même personne. Parfois, nous sommes un tzaddik, parfois on est un peu moins, parfois on n'est pas du tout. Et donc, dans ces 4 espèces que nous avons, ce sont les 4 composantes de l'être humain, du juif en question. Comment il se conduit avec Hachem, comment des fois il a ses descentes, comment des fois il a ses montées. Mais malgré tout, on reste toujours unis, toujours en train d'avoir le kesher, d'avoir le lien avec Akadosh Baruch Hu, parce que c'est ça l'élément principal de Sukkot, d'Arbat Aminim, comment ça nous l'apprend.
Alors je vais vous montrer maintenant comment fait-on pour justement attacher les 4 espèces ensemble. Après, je vais vous donner directement l'avis d'après la Kabbalah, d'après la mystique. Il faut mettre, sachant que le loulav représente, bon, on en parlera tout à l'heure si vous voulez. Je vais vous mettre ici, pardon, on met la feuille de Hadass sur la colonne vertébrale donc du loulav. Voilà. Ensuite, on met de chaque côté, à droite et à gauche, les 2 feuilles de Hadass. Et aussi à côté, nous mettons ensuite les 2 feuilles de Harava que nous allons rassembler de cette manière-là. Auparavant, vous pouvez prendre une feuille du loulav. Ne faites pas ça sur un loulav qui est cachère. Prenez un loulav qui est pas soul. Vous récupérez une feuille. Vous la prenez comme ceci. Vous découpez avec des ciseaux pour en faire des fines feuilles. Voilà, vous en faites plusieurs comme ça. Et après, donc, il suffit de passer en dessous et de les attacher. Voilà, on fera ainsi 3 nœuds. Voilà, premier nœud qui est ici, de cette manière-là. Ils sont bien attachés. J'en fais un deuxième. Voilà. Ça attache bien, qu'il soit bien attaché, bien serré, que ça ne bouge pas ensuite. J'en fais donc une troisième. Voilà. Et ensuite, lorsque j'aurai terminé ce dernier nœud, je vais donc couper de cette manière-là. Et nous avons donc notre loulav qui est parfait. Si besoin est, pour que justement les feuilles du loulav dans la hauteur ne s'ouvrent pas, et de garder, comme nous l'avons enseigné dans le cours précédent, du loulav, qui soit bien serré, que les feuilles ne partent pas dans tous les sens. Et on pourra aussi rajouter ici. Et comme ça, nous avons notre loulav qui est prêt à l'emploi. Donc naturellement, après, nous allons prendre notre loulav dans la main droite et nous allons faire la bracha. Quelle bracha allons-nous faire? Baruch ata Hashem, béni sois-tu éternel, Elokeinu melech haolam, notre Dieu, roi de l'univers, Asher kideshanu, qui nous a sanctifiés, bemitzvotav, par ses commandements, al netilat loulav, sur l'obligation donc de prendre le loulav et de le brandir. Lorsque nous avons fait cette bracha-là, ensuite nous prenons le hétrog dans la main gauche, nous les unissons de cette manière-là ensemble. Et après que nous avons fait la bracha, naturellement, là je parle, mais on n'a pas le droit de parler, on fait la bénédiction et on fait la bracha de Shechianu, Shechianu vekiyemanu veigianu la zemanazé, qui nous a fait arriver à ce moment-là. Donc on remercie Hachem qu'on est arrivé vivant, en bonne santé, Baruch Hashem, pour réaliser la mitzvah donc du hétrog et du lulav et de la souka. Et donc, lorsque nous avons fait ces 2 premières brachot, la deuxième bracha de Shechianu est uniquement le premier jour. Les autres jours, on ne la fera pas, sauf si on a oublié de la faire le premier jour. On pourra toujours le faire le deuxième, troisième, même jusqu'à la fin de la fête, la bracha de Shechianu. Alors comment faut-il faire ensuite lorsqu'on a fait cette bracha-là? On doit se positionner vers le sud. On commence vers le sud et on prend de cette manière-là le hétrog et le lulav et on le brandit ainsi 1 fois, 2 fois, 3 fois. Lorsque j'ai brandi de cette manière-là vers le sud, je me tourne et je vais dans l'autre sens vers le nord. Donc je vais de ce côté-là, 1, 2, 3. Et ensuite, je vais donc du côté de l'est, 1, 2, 3, vers le haut, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et après la dernière, donc vers l'ouest de ce côté-là. Voilà donc comment faut-il faire donc les Na'anouim. La coutume ashkénaze, c'est au moment où on fait les Na'anouim, on bouge comme ça, mais dans la coutume sfarade, il n'est pas nécessaire de bouger, uniquement de faire un aller et retour de cette manière-là et de leur faire revenir vers nous. Voilà donc comment on a
associer donc les 4 espèces qui représentent les 4 composantes du peuple juif et comment nous les brandissons dans les 6 directions pour montrer à Hachem que nous recherchons sans arrêt la présence d'Akadosh Baruch Hu dans tous les sens, dans tous les domaines de la vie et que naturellement cette présence, cette recherche viennent aussi sur les 4 composantes du peuple d'Israël, quel que soit leur niveau de spiritualité. Voilà.